levé son verre pour annoncer à toute la table que ma sœur venait d'acheter une magnifique maison, je savais déjà que ce dîner allait mal finir. Le chapon fumait encore sur la table quand elle s'est renversée dans sa chaise, parlant assez fort pour que tout le monde l'entende, et a dit « Ta sœur vient d'acheter une superbe propriété. Et toi, quand vas-tu enfin te poser ?» Ma sœur n'a même pas essayé d'être subtile. Elle a eu un petit sourire narquois au-dessus de son verre de vin et a ajouté « Oui, Clémence, quand vas-tu enfin grandir et prendre ta vie en main ?» Le silence s'est installé dans la pièce, tout le monde attendait que je rie pour désamorcer la situation, comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, j'ai souri. Pas ce sourire poli dont ils avaient l'habitude, mais ce genre de sourire calme que l'on affiche quand on détient un secret que personne dans cette pièce ne mérite de connaître. J'ai regardé ma mère et j'ai dit « C'est déjà fait. » J'ai simplement choisi de ne pas inviter ceux qui doutent de moi. Son visage est devenu rouge si vite que c'en était presque drôle, et chaque fourchette s'est figée à mi-chemin des bouches alors qu'ils me fixaient tous comme s'ils me voyaient pour la première fois. Si vous pensez que cette phrase est sortie de nulle part, détrompez-vous. Elle était le fruit d'années passées à être ignorée, rabaissée et comparée à une enfant prodige que je ne pourrais jamais égaler. Restez avec moi jusqu'au bout, et je vous montrerai comment la fille invisible a acheté sa propre maison comptant, a transformé le dîner de Noël en un règlement de compte et a fini par s'éloigner d'une famille qui n'a jamais cru qu'elle était à la hauteur. Cette table de Noël n'était que l'acte final. L'histoire a commencé il y a des années dans une banlieue calme de l'ouest parisien, dans une maison où ma mère, Hélène, a décidé très tôt qui serait la star de la famille, et ce n'était jamais moi. Ma sœur aînée, Valentine, a 4 ans de plus que moi. Elle était la première née, la jolie, celle qui aimait être sous les projecteurs. Dès qu'elle entrait dans une pièce, Valentine savait comment en faire sa scène de théâtre. Mon père, Jean-Pierre, travaillait de longues heures comme ingénieur en structure, toujours plongé dans un projet, toujours sous pression. La majeure partie de l'éducation quotidienne retombait donc sur ma mère. Et ma mère a fait comprendre de manière très douloureuse que Valentine était le personnage principal et que je n'étais que le décor. Je me souviens encore de l'année où Valentine a remporté un concours de danse régionale. Ma mère a fait les choses en grand. Elle a organisé une énorme fête dans notre salon avec un gâteau géant en forme de trophée, des ballons partout, et des proches entassés dans chaque coin prenant des photos de Valentine comme si elle venait de gagner une médaille olympique. Ma tante Danielle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était fière. Notre cousine Léa, sa fille, s'est tenue près de moi et a chuchoté « C'est beaucoup pour un trophée en plastique. » Mais ma mère rayonnait. Cette même année, j'ai gagné le premier prix d'un concours d'écriture nationale. Il n'y a eu ni fête, ni ballon, ni gâteau. Ma mère a jeté un coup d'œil au certificat pendant qu'elle cuisinait et a dit « C'est bien, Clémence, mais regarde ce que fait Valentine. » Elle a brandi une photo de ma sœur dans son costume pailleté comme si c'était la seule réussite qui comptait. Ces moments-là n'ont jamais cessé. Quand j'avais 10 ans, nous avions prévu un pique-nique en famille que j'attendais avec impatience depuis des semaines. Le matin même, ma mère est entrée dans ma chambre et a dit « Nous devons annuler. Valentine a besoin d'une nouvelle robe pour son bal et les soldes sont aujourd'hui. » J'ai dit « On pourrait y aller après ou demain. » Mais elle a tranché « Les affaires de ta sœur sont plus importantes pour le moment. » Une autre fois, j'avais une audition de piano pour laquelle j'avais répété pendant des mois. J'ai cherché le visage de ma mère dans le public, mais son siège était vide. Plus tard, j'ai appris qu'elle n'était pas venue parce que Valentine avait un match de volley-ball. Et selon elle, ta sœur a plus besoin de moi, les gens comptent sur elle. Peu importait ce que je faisais, je passais toujours en second. J'étais l'enfant calme qui aimait les livres et les carnets, celle qui restait dans un coin pendant les fêtes de famille alors que tout le monde tournait autour de Valentine pour l'interroger sur ses amis, ses loisirs, ses projets. Après chaque réunion, quand le bruit retombait enfin, Léa venait me voir. Elle s'asseyait sur le bord de mon lit ou à côté de moi sur la terrasse et me disait « Elle n'a aucune idée de ce qu'elle rate avec toi. » Cela m'aidait, mais ça ne changeait pas le fait qu'à l'intérieur de cette maison, je me sentais comme une ombre. Ma mère passait son temps à polir le piédestal de Valentine tout en agissant comme si je devais être reconnaissante de simplement pouvoir rester à côté. Avez-vous déjà grandi en réalisant que dans votre propre famille, vous n'êtes pas celle qu'on encourage ?
Vous êtes juste celle dont on attend qu'elle reste silencieuse et qu'elle applaudisse quelqu'un d'autre. Quand j'ai atteint la fin de l'adolescence, le favoritisme n'était plus seulement une question de trophée et d'attention. C'était une question d'argent et d'opportunité. Quand Valentine a terminé le lycée, ma mère, Hélène, l'a installée à la table de la cuisine avec une pile de brochures d'une école de commerce locale. Elle a dit, « Nous voulons que tu restes près de nous, chérie. Cette école est parfaite pour toi. Ça te gardera stable et entourée de gens que tu connais. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Je te veux près de moi. » Les frais de scolarité, les livres, l'essence, l'argent de poche, tout était pris en charge. Valentine passait d'un cours à une fête, changeant de groupe d'amis chaque semestre. Ma mère appelait cela « se faire un réseau ». Quand mon tour est venu, le ton a complètement changé. J'ai dit à mes parents que je voulais aller dans une grande université à Paris pour étudier le marketing digital parce que j'aimais le mélange de créativité et de chiffres. Ma mère à peine levait les yeux de son téléphone. « C'est cher, Clémence. Tu devrais peut-être viser moins haut, tu sais, quelque chose de plus pratique. » Mon père, Jean-Pierre, a marmonné quelque chose sur les bourses d'études en se précipitant vers la porte, déjà en retard pour une visite de chantier. Et c'était tout. Personne ne s'est assis avec moi pour regarder des brochures ou promettre de couvrir quoi que ce soit. Alors, je suis allée en ligne, j'ai rempli des formulaires de bourse jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, et j'ai pris un emploi à temps partiel dans un café du quartier. J'ai appris à faire mousser le lait, à sourire aux clients impolis et à faire mes devoirs pendant mes pauses de 10 minutes. Quand ma lettre d'acceptation de l'université est arrivée avec une aide financière, ma mère a dit « Eh bien, s'il paie, j'imagine que tu peux y aller. » Valentine est restée en ville, inscrite dans son école locale, et sans surprise, elle passait plus de temps dans les bars et les soirées qu'en cours. Pourtant, chaque fois qu'elle réussissait un examen, ma mère présentait cela comme un miracle. Quand Valentine a enfin obtenu son diplôme et a trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique de luxe à Paris, ma mère a réservé un grand dîner dans un restaurant gastronomique. Elle a invité toute la famille élargie, a commandé du champagne et a porté un toast sur sa fierté pour sa fille aînée. Léa et moi avons trinqué avec nos verres de jus de fruits en échangeant un regard entendu. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. J'ai traversé la Seine, entendu mon nom, senti le poids de chaque nuit blanche et de chaque double service au café. Après la cérémonie, alors que mes amis prenaient des photos de groupe avec leur famille, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait d'un court SMS de ma mère, « Félicitations, ma puce. Ta sœur est débordée au travail. Tu devrais l'appeler pour tout lui raconter. » Pas de dîner, pas de toast, pas de célébration familiale. Cela m'a piqué, mais cela a aussi clarifié quelque chose en moi. Si j'attendais que ma famille me célèbre, j'allais attendre éternellement. Après l'université, j'ai emménagé dans un petit studio à Paris. Les murs étaient fins, les fenêtres laissaient passer les courants d'air et la cuisine était à peine assez grande pour une personne, mais c'était chez moi. J'ai décroché un poste de débutante dans une petite agence de marketing, le genre d'endroit où l'on fait tout parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Je gérais les réseaux sociaux, j'écrivais des publicités, je faisais des rapports et je restais tard pour regarder des tutoriels sur les campagnes qui fonctionnaient vraiment. Je vivais avec des produits en promotion, j'apprenais à cuisiner des repas simples et je suivais chaque euro dans un tableur. Ma mère appelait souvent, mais les conversations revenaient toujours à Valentine. Ta sœur vient d'avoir une nouvelle prime. Ta sœur pourrait avoir une promotion. Ta sœur envisage de déménager dans un quartier plus chic. Les rares fois où j'essayais de partager quelque chose de ma vie, elle disait « C'est bien, mais as-tu entendu ce que fait Valentine ?» Au bout d'un moment, j'ai arrêté de donner des détails. Je la laissais supposer que je m'en sortais à peine, que je luttais pour suivre le rythme, comme elle l'avait toujours imaginé. J'ai investi toute mon énergie dans le travail à la place. Parce que quand votre propre famille vous traite comme un second choix, parfois le seul choix qui vous reste est de devenir si solide par vous-même que l'opinion de personne ne peut vous atteindre. Je ne savais pas encore jusqu'où cette détermination m'emmènerait, ni à quel point elle compterait lors d'un dîner de Noël quelques années plus tard. Le tournant est survenu lors d'une soirée froide de vacances, 3 ans avant ce fameux dîner,
à une époque où je me souciais encore de ce que ma mère pensait de moi. Je venais de terminer mon premier très gros projet à l'agence, une campagne pour une marque locale de taille moyenne qui voulait toucher des clients plus jeunes en ligne. J'y avais tout mis, des nuits tardives, des week-ends, l'apprentissage de nouveaux outils, le test d'idées. Quand les chiffres sont tombés et que nous avons vu les ventes bondir de près de 30%, mon patron a littéralement applaudi au milieu du bureau. Il m'a emmené dans une petite salle de réunion et m'a dit « Clémence, c'est le genre de travail qui permet d'obtenir des promotions. » Je suis rentrée chez moi cette semaine-là en sentant que peut-être, enfin, je construisais une vie qui avait de l'importance. Alors, quand ma mère a insisté pour que je vienne pour le dîner de fin d'année, j'ai dit oui. Une partie de moi voulait lui montrer que je ne faisais pas que survivre en ville. J'espérais peut-être encore qu'elle serait enfin fière de moi. La maison était la même que d'habitude, des lumières chaleureuses, l'odeur de la cuisine, ma mère s'activant comme un général. Valentine est arrivée en retard, bien sûr, rayonnante avec une nouvelle coiffure, de nouvelles bottes et une nouvelle histoire sur ses collègues. Elle a d'abord embrassé ma mère, puis m'a fait une bise rapide comme si j'étais une lointaine connaissance et non sa sœur. Nous nous sommes tous assis autour de la table, les assiettes bien remplies, la conversation s'animant. Ma tante Danielle m'a demandé comment se passait le travail, pour une fois, ma mère n'a pas coupé la parole. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à raconter. J'ai expliqué comment la campagne que j'avais dirigée était devenue virale, comment le client avait prolongé son contrat, comment l'agence parlait d'utiliser ma stratégie comme modèle pour de futurs projets. Les yeux de ma cousine Léa se sont illuminés. « C'est énorme !» a-t-elle dit. « C'est du sérieux, pas juste un petit boulot. » J'ai ri, un peu timide, mais fière. J'ai admis que j'avais reçu une prime. Rien de fou, mais assez pour me faire sentir que j'avançais. Pendant quelques secondes, la table est restée silencieuse. Tout le monde écoutait. Puis ma mère a penché la tête et a souri, mais pas à moi. Elle s'est tournée vers Valentine et a dit, en parlant d'avancer, « Avez-vous tous entendu parler de la nouvelle voiture de Valentine ? Elle vient de s'acheter un SUV, un de ses modèles haut de gamme, pour qu'elle puisse aller au travail plus confortablement. » La conversation s'est détournée de moi comme un élastique qui claque. Mon oncle a posé des questions sur le modèle, ma tante sur la couleur. Ma mère se vantait de l'affaire qu'elles avaient trouvée. J'ai regardé le projecteur s'éloigner de moi pour se poser exactement là où il était toujours, sur Valentine. Léa m'a lancé un regard à travers la table, le genre de regard qui disait « J'ai vu ce qui vient de se passer. Je suis désolée. » Plus tard dans la soirée, pendant que nous débarrassions, ma tante Danielle m'a trouvée dans le couloir. « Ta mère veut juste que tu sois heureuse », a-t-elle dit sur ce ton prudent que les gens utilisent quand ils savent qu'ils vont dire quelque chose que vous n'allez pas aimer. Peut-être ne te concentre pas trop sur le travail. Les hommes veulent quelqu'un qui sache équilibrer carrière et famille. Valentine est douée pour ça. Elle n'est pas intimidante. Tu ne veux pas te rendre les choses difficiles plus tard. Je suis restée là, tenant une pile d'assiettes, écoutant ce vieux refrain une fois de plus. Travaille trop et tu t'y prends mal. Ne travaille pas assez et tu es une déception. Dans tous les cas, c'était toujours moi qui devais m'adapter. Sur le chemin du retour vers mon studio, ma mère est montée avec moi. Le chauffage de ma voiture faisait un léger cliquetis et les lumières de la ville défilaient sur le pare-brise. Elle regardait droit devant elle et a dit, « Tu sais, ta sœur est vraiment en train de stabiliser sa vie. Nouvelle voiture, emploi stable, un homme bien. Tu devrais penser à te poser aussi, Clémence. Tu ne rajeunis pas. » Quelque chose en moi s'est alors mis en place. Un sentiment calme et solide. J'ai réalisé que je pouvais courir après son approbation pendant les 10 prochaines années et finir quand même par avoir exactement cette même conversation, toujours comparée à Valentine comme si nous étions dans une compétition tordue à laquelle je n'avais jamais souscrit. Alors, j'ai arrêté de jouer. J'ai arrêté de lui donner des mises à jour détaillées sur ma vie. Au travail, j'ai redoublé d'efforts. Si personne à la maison ne voulait me voir, je ferais en sorte que les gens dans le monde réel me voient. Au cours des 2 années suivantes, je suis passée de rôle junior à la gestion de comptes de plus en plus importants. J'ai appris à transformer les tendances en stratégie,
à faire des présentations aux clients, à diriger une équipe. Notre agence a décroché quelques marques nationales, et je me suis retrouvée dans des réunions avec des gens dont je ne lisais le nom que dans des articles spécialisés. Finalement, mon titre est devenu directrice de création sur plusieurs campagnes majeures, et mon salaire a commencé à refléter les heures que j'avais investies. J'ai commencé à investir, lentement au début. J'ai lu sur les fonds indiciels et la croissance à long terme, j'ai téléchargé des applications d'investissement et j'ai mis en place des virements automatiques pendant que d'autres personnes de mon âge publiaient des photos de bars coûteux et de voyages de week-end. Je mettais de l'argent sur des comptes auxquels je ne touchais pas et je vivais comme si j'étais toujours fauchée. Pendant ce temps, Valentine passait d'un emploi à un autre, vendeuse, assistante dans un petit bureau, puis une sorte de coordinatrice d'événements. Chaque fois qu'elle changeait de rôle, ma mère présentait cela comme un acte courageux et aventureux. « Ta sœur n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses », disait-elle. Comme si cela compensait l'instabilité. Plus ma propre vie se stabilisait, plus je commençais à voir les fissures dans l'image parfaite de Valentine. Elle avait toujours de nouvelles chaussures, de nouveaux gadgets, de nouveaux cheveux, de nouveaux voyages. Mais d'une manière ou d'une autre, elle appelait toujours ma mère pour demander un peu d'aide jusqu'au prochain salaire. Ma mère soupirait et se plaignait d'être fatiguée, mais l'argent sortait toujours. Je restais silencieuse, j'observais et je faisais le calcul dans ma tête. Ça ne collait pas. Pourtant, je gardais mes distances. J'ai construit ma carrière, mes économies, ma vie. Je me disais que ce n'était pas mes affaires de savoir comment Valentine et ma mère géraient leur argent. Je n'ai rompu cette règle que le jour où ma mère a appelé pour annoncer la grande nouvelle, celle qui allait me ramener sous leur projecteur, qu'elle le veuille ou non. Elle a dit que Valentine achetait enfin une maison et que toute la famille se réunissait pour fêter ça. Ma mère a transformé la nouvelle de la maison de Valentine en un événement majeur avant même qu'un seul carton ne soit déplacé. Quelques semaines après cet appel, elle a envoyé un message sur le groupe familial, tout en majuscules, annonçant un barbecue dans le jardin pour célébrer l'accord de près de Valentine, comme si ma sœur venait de recevoir les clés de toute la ville. Quand je suis arrivée chez mes parents ce samedi-là, il y avait des ballons en forme de petites maisons attachées à la clôture et une grande clé en carton posée sur la table de la terrasse. Ma mère avait même commandé un gâteau avec « Félicitations pour ta nouvelle maison, Valentine » écrit en glaçage. Valentine se tenait au milieu de tout cela, un verre à la main, décrivant l'endroit comme s'il s'agissait d'un château, 3 chambres, un sous-sol aménagé, un petit jardin mignon, à seulement 20 minutes d'un lac, parfait pour les futurs enfants et pour recevoir pendant les vacances. Toutes les quelques minutes, ma mère intervenait, « Nous sommes tellement fiers. Elle travaille si dur. Elle mérite cela. » Je restais près du barbecue avec mon père, retournant les brochettes pendant qu'il marmonnait sur les taux d'intérêt. Les gens allaient et venaient dans les conversations. Une tante m'a demandé si j'étais toujours dans ce « petit studio en ville », de la même manière qu'on demanderait si quelqu'un conduit toujours la même vieille voiture cabossée du lycée. J'ai dit « oui ». Et elle a souri avec cette pitié condescendante et a dit « Eh bien, au moins tu n'as pas encore d'hypothèque. Ça doit être agréable de n'avoir aucune grosse responsabilité. » J'ai ravalé ma réponse et j'ai pris une gorgée de mon soda à la place. Plus tard, alors que la majeure partie de la famille était dehors à prendre des photos avec le gâteau, je suis allée dans la cuisine pour remplir le seau à glace. C'est là que j'ai entendu la voix de ma mère, basse mais urgente, venant de la salle à manger. Je me suis arrêtée près de la porte et j'ai écouté. Valentine était assise à la table avec une épaisse enveloppe devant elle, des papiers étalés comme un éventail désordonné. Ma mère était assise en face d'elle, lunettes sur le nez, le front plissé. « Je ne sais pas comment tu vas faire pour suivre tout ça, » disait ma mère. « Tu as 3 cartes de crédit presque au plafond, un prêt auto, et maintenant cette hypothèque. » Valentine a soupiré de manière dramatique. « Je sais, maman, mais si je n'achète pas maintenant, je ne pourrai jamais entrer sur le marché. Tout le monde de mon âge achète. Je ne peux pas être la seule à être encore locataire. Tu sais comment c'est perçu ? » Ma mère s'est frotté les tempes. « Combien te manque-t-il pour les frais de notaire déjà ? » Valentine a glissé l'un des papiers sur la table. « Environ 10 000 €, a-t-elle dit. Peut-être un peu plus s'ils ne réduisent pas les frais.
Je pensais que tu pourrais peut-être piocher dans tes économies ou ton compte retraite encore une fois. Juste pour cette fois. Jusqu'à ce que j'aie ma promotion. Juste pour cette fois. La même phrase que je l'avais entendue utiliser pour des délais sur ses devoirs, son loyer, ses factures de téléphone, ses contraventions, toujours juste pour cette fois. Ma mère a hésité, puis a dit, je vais voir ce que je peux débloquer. Je peux peut-être mettre une partie sur ma propre carte pour l'instant, juste jusqu'à ce que tu sois installé. J'ai eu un haut le cœur. J'ai pensé à la nuit où j'avais demandé à ma mère quelques centaines d'euros pour couvrir le dépôt de garantie de mon premier studio, et où elle m'avait dit qu'il était important que j'apprenne à voler de mes propres ailes. J'ai pensé à chaque service supplémentaire que j'avais pris, à chaque week-end où je n'étais pas sortie pour pouvoir constituer les économies qu'elle s'apprêtait à donner si nonchalamment à Valentine. J'ai reculé avant qu'elle ne me voie, le cœur battant un peu trop vite. Quelques minutes plus tard, je suis entrée dans la salle à manger comme si je venais d'arriver, et elles ont toutes les deux affiché un sourire comme si de rien n'était. Ma mère a glissé les papiers dans l'enveloppe, Valentine l'a rangé dans son sac, et la performance a repris sur la terrasse où le gâteau et les appareils photo attendaient. Ce soir-là, en rentrant dans mon studio, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vraiment regardé mes chiffres. J'ai consulté mes comptes, mes applications d'investissement, mon épargne. Des années de travail, d'épargne et d'investissement discrets s'étaient accumulés bien plus que je ne l'avais réalisé. Pendant que ma mère injectait de l'argent dans les apparences de Valentine, j'avais investi le mien dans mon avenir. Pour la première fois, l'idée que je puisse réellement acheter un logement ne semblait plus être un fantasme. C'était mathématique. En quelques semaines, j'ai rencontré un agent immobilier en bordure d'une petite communauté près d'un lac à l'extérieur de la ville. J'ai visité une maison avec de grandes fenêtres, une large terrasse et une vue sur l'eau qui m'a serré le cœur de la meilleure façon possible. 3 chambres, une cuisine ouverte, un petit bureau à l'arrière qui donnait directement sur le lac. Pas de mur mitoyen, pas de voisins à l'étage qui piétinent à minuit. Le prix m'a fait transpirer, mais quand je me suis assise avec un conseiller financier et que nous avons tout passé en revue ligne par ligne, il a dit quelque chose qui m'a marqué, vous avez fait le travail. Vous pouvez vous le permettre. Vous pourriez même payer comptant si vous voulez éviter les tracas d'un prêt. Alors, je l'ai fait. J'ai vidé des comptes que j'alimentais depuis des années, j'ai déplacé des fonds et j'ai fait le virement. Pas de prêt, pas de garant, pas d'appel désespéré à ma mère. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis tenue seule dans le salon vide et j'ai écouté le silence. Pas de trafic, pas de voisins, juste le bruit léger de l'eau contre le rivage et mon propre souffle. J'avais l'impression d'entrer dans une vie que personne n'avait vue venir, surtout pas ma famille. Léa a été la seule à qui j'en ai parlé au début. Elle est venue un week-end avec un coffre plein de plantes et une boîte à outils, a franchi la porte d'entrée et a immédiatement commencé à sourire. Clémence, a-t-elle dit, c'est incroyable. C'est la preuve que tu n'as jamais été la perdante de cette histoire. Nous avons passé le week-end à monter des meubles, à déballer la vaisselle et à nous disputer sur l'endroit où mettre le canapé. Nous avons fait des allers-retours dans les magasins de décoration, chargé des chariots de serviettes et de lampes, et dès le dimanche après-midi, la maison ressemblait moins à une annonce immobilière qu'à un vrai foyer. À un moment donné, Léa s'est tenue sur le seuil de mon nouveau bureau et a demandé « Est-ce qu'ils ont la moindre idée ?» J'ai secoué la tête. Non, et pour l'instant, je préfère que ce soit ainsi. Je ne voulais pas que ma maison devienne une autre scène pour Valentine ou un autre sujet de discussion pour ma mère. Je voulais qu'une partie de ma vie m'appartienne entièrement, sans être touchée par leurs attentes. Je croyais sincèrement que je pourrais garder les choses ainsi. Je pensais pouvoir les laisser garder leurs fantasmes sur qui gagnait et qui perdait, et que je pourrais simplement exister tranquillement au bord de l'eau. Je ne savais pas encore qu'un seul dîner de Noël allait tout faire éclater au grand jour, qu'il soit prêt ou non. Noël chez Valentine ressemblait à une publicité pour les fêtes. Le salon était paré de guirlandes blanches. Un immense sapin scintillait dans le coin avec des décorations assorties. Il y avait une légère odeur de cannelle et de sucre dans l'air. Valentine passait de la musique de Noël juste assez fort pour que tout semble festif. Et ma mère, Hélène, s'activait dans la cuisine comme si les lieux lui appartenaient, racontant à tout le monde à quel point elle était fière.
Je me suis garé quelques maisons plus loin avec ma vieille voiture hybride et je suis resté là une seconde à fixer la porte d'entrée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner dans ma maison calme au bord du lac et passer la soirée avec une pizza surgelée et mon chat. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée par pure habitude et j'ai remonté l'allée. Valentine a ouvert la porte dans une robe pull rouge, parfaitement maquillée, le genre de look soigné qui rend bien en photo. Elle m'a fait une bise légère, a jeté un coup d'œil à ma tenue et a dit « Tu es jolie ». Un peu simple, mais jolie. Du Valentine tout craché. À l'intérieur, les proches étaient déjà installés. Ma tante Danielle et mon oncle étaient sur le canapé. Léa s'appuyait dans un coin, faisant défiler son téléphone, et m'a lancé un petit sourire quand elle m'a vu. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, et m'a embrassé sur la joue. « Je suis si contente que tu aies pu venir », a-t-elle dit, comme si c'était moi qui avais supplié pour une invitation. Le dîner était bruyant, comme le sont toujours les grands dîners de famille. La table était couverte de nourriture, chapon, gratin dauphinois, haricots verts, farce, et une bûche de Noël qui refroidissait sur le comptoir derrière nous. Les gens se passaient les plats, trinquaient et s'échangeaient des anecdotes. Pendant un moment, je me suis laissé glisser en arrière-plan, écoutant plus que je ne parlais, répondant aux questions polies sur mon travail et la ville par des réponses vagues et sans engagement. J'en étais à ma deuxième bouchée de volaille quand c'est arrivé. Ma mère a levé son verre, l'a tapoté doucement avec sa fourchette, et le silence s'est fait dans la pièce. « Je veux juste dire à quel point je suis fière de ma fille », a-t-elle dit en souriant à Valentine, d'avoir acheté cette magnifique maison, de construire un vrai avenir, d'être enfin installée. C'est à cela que ressemble la stabilité. Puis elle a tourné les yeux vers moi, et j'ai senti le changement d'ambiance avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Ta sœur a acheté une superbe maison, Clémence », a-t-elle dit, la voix un peu trop forte. « Quand vas-tu enfin te poser ?» Un léger murmure a parcouru la table. Quelques rires gênés, quelques sourcils levés. Valentine n'a pas perdu une seconde. Elle a penché la tête avec un sourire narquois et a ajouté « Oui, Clémence, quand vas-tu arrêter de te comporter comme une étudiante et prendre ta vie en main ? Tu ne peux pas vivre dans ce minuscule appartement éternellement. » Pendant un instant, personne n'a rien dit. Les fourchettes restaient suspendues au-dessus des assiettes. Quelqu'un s'est raclé la gorge. J'ai vu les yeux de Léa se poser sur les miens, larges et inquiets. Il aurait été si facile de faire ce que j'avais toujours fait, rire faiblement, hausser les épaules, laisser passer le commentaire. Mais je n'étais plus la même fille qui rentrait en pleurant après ses dîners. J'avais une clé de maison dans mon sac qui prouvait le contraire. J'ai donc avalé ma bouchée, posé ma fourchette et regardé ma mère droit dans les yeux. Je suis déjà installée, en fait, ai-je dit d'une voix calme. J'ai simplement choisi de ne pas inviter ceux qui doutent de moi. Ma mère a cligné des yeux, décontenancée une seconde, puis a laissé échapper un petit rire comme si j'avais fait une blague qu'elle ne comprenait pas. « De quoi parles-tu » a-t-elle demandé. « Clémence, ne sois pas dramatique. Tu es locataire. Ce n'est pas la même chose. » J'ai soutenu son regard. « Je ne suis pas locataire, ai-je dit. J'ai acheté une maison il y a quelques mois. 3 chambres, un bureau, un jardin au bord du lac. Je l'ai payé comptant. » Le silence qui est tombé sur cette table était presque palpable. La fourchette de quelqu'un a tinté contre son assiette. Les yeux de ma tante se sont agrandis. Mon oncle s'est arrêté de boire. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage, puis a disparu complètement. Valentine a laissé échapper un court rire incrédule. « D'accord, bien sûr, a-t-elle dit. Tu as acheté une maison entière en liquide. Allez, Clémence. Personne n'aime les menteurs. » Léa a pris la parole doucement mais fermement. « Elle ne ment pas, a-t-elle dit. J'y suis allée. C'est réel. C'est magnifique. » Toutes les têtes se sont tournées vers elle, puis sont revenues vers moi. Ma mère a secoué la tête lentement. « Pourquoi achèterais-tu une maison sans le dire à ta famille ? » « Parce que chaque fois que j'essayais de te montrer ma vie, tu changeais de sujet pour parler de la sienne, ai-je répondu.
Tu n'as pas voulu entendre parler de mon diplôme, de mon travail, de mes promotions. Pourquoi te soucierais-tu de ma maison? C'est ridicule. C'est emporter ma mère. Ta sœur a travaillé si dur pour cet endroit. Tu pourrais au moins être heureuse pour elle au lieu d'essayer de lui voler la vedette lors de son propre dîner. J'ai senti la colère monter. Pas la colère sauvage qui fait hurler, mais cette colère froide et stable qui rend tout limpide. J'ai regardé Valentine. Je suis heureuse que n'importe qui puisse avoir un chez-soi, ai-je dit. Ce qui ne me rend pas heureuse, c'est que tu prétends avoir tout fait toute seule alors que tu vides les économies de maman et que tu satures tes cartes de crédit comme si c'était de l'argent gratuit. Le visage de Valentine s'est durci. Je te demande pardon? Tu ne sais rien de mes finances. En fait, j'en sais un peu plus que ce que tu penses, ai-je rétorqué. Je vous ai entendu toutes les deux lors du dernier barbecue. 3 cartes presque au plafond. Crédit auto impayé. Il manquait 10 000 € pour la signature chez le notaire. Alors maman a dû piocher à nouveau dans sa retraite. Je n'ai pas fouillé, vous parliez juste trop fort. Les yeux de ma mère se sont agrandis et elle a jeté un coup d'œil à Valentine, la culpabilité et la panique se lisant sur son visage. Ce ne sont pas tes affaires, a craché Valentine. Tu nous espionnes maintenant? C'est pathétique. Ce qui est pathétique, c'est maman qui me répète sans cesse qu'elle ne pouvait pas m'aider pour un dépôt de garantie parce que je devais apprendre à me débrouiller seule, tout en se ruinant financièrement pour maintenir ton image intacte, ai-je dit. Je me débrouille seule depuis des années. Toi, tu vis sur son compte bancaire. Ma tante a bougé, mal à l'aise. Mon oncle s'est raclé la gorge. Quelqu'un a murmuré, waouh. La voix de ma mère s'est crispée, Clémence, ça suffit. Tu es en train de gâcher Noël. Non, maman, ai-je dit calmement. Tu as gâché Noël au moment où tu as décidé de t'en servir comme d'une scène pour m'humilier tout en glorifiant Valentine. Je ne fais que répondre enfin. Il y a eu une longue pause pesante. Valentine s'est penchée en avant, les yeux plissés. Alors, tu penses que tu es meilleure que moi maintenant? A-t-elle dit. Parce que tu as une maison au bord d'un lac et un job avec un titre ronflant? J'ai soutenu son regard. Non, je ne pense pas être meilleure que toi. Je pense juste que j'ai arrêté de jouer à un jeu qui était truqué dès le départ. C'est tout. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds ont grincé contre le sol plus fort que prévu, mais je ne me suis pas excusée. J'ai pris mon sac et je me suis levée. Où vas-tu? A exigé ma mère. Nous n'avons pas fini de parler de ça. Je pense que si, ai-je dit. Tu as clairement montré de quel côté tu étais il y a bien longtemps. Ce soir, j'ai simplement montré que j'étais enfin de mon propre côté. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Léa s'est levée aussi, presque par instinct. Je t'accompagne, a-t-elle dit. Nous avons traversé la pièce devant une douzaine de visages stupéfaits et sommes sortis dans l'air froid de la nuit. Au moment où la porte s'est refermée derrière nous, étouffant le bruit de la maison, mon cœur a enfin ralenti. Je pouvais sentir le choc que j'avais laissé dans cette salle à manger, les fissures qui venaient de se former dans l'histoire que ma famille se racontait depuis des années. Et alors que je descendais l'allée vers ma voiture, les clés à la main, une pensée s'est installée dans ma poitrine comme quelque chose de solide et de permanent. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas seulement survécu à une fête de famille, je l'avais changée. 3 semaines après ce dîner de Noël, le groupe de discussion familiale était plus silencieux que jamais. Plus de messages en majuscules de ma mère sur les rideaux incroyables de Valentine ou sur la perfection de son quartier. À la place, il y avait de longs silences, des mèmes envoyés au hasard par des proches tentant de faire comme si de rien n'était, et l'occasionnelle question maladroite de quelqu'un me demandant si j'allais bien. La seule personne qui m'écrivait normalement était Léa. Elle m'a envoyé un message un soir. Tu sais qu'il parle encore de toi, n'est-ce pas? La façon dont tu as souri quand tu as lâché la bombe sur ta maison. Tu es devenue une légende familiale maintenant. J'étais assise à la table de ma cuisine en le lisant, mon ordinateur ouvert, mon chat enroulé sur la chaise à côté de moi.
J'ai regardé autour de moi mon foyer, celui que personne ne croyait que je pouvais avoir, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps avec le mot famille, la paix. Quelques jours plus tard, j'ai invité Léa et ses parents, ma tante Danielle et mon oncle, à venir passer le week-end au bord du lac. Ils sont arrivés avec trop de nourriture et pas assez de vestes, se plaignant du froid tout en s'émerveillant devant la vue. Nous avons cuisiné ensemble, marché au bord de l'eau, joué à des jeux de société. À un moment, Daniel s'est tenu près de la fenêtre en regardant le lac et a dit doucement, « Je suis désolé, Clémence. J'aurais dû parler plus tôt. » J'ai haussé les épaules, pas par manque de respect, mais parce que j'étais fatiguée de porter les regrets des autres. « Tu le vois maintenant ?» ai-je dit. « C'est ce qui compte. » Alors que l'hiver se transformait en printemps, les nouvelles concernant Valentine et ma mère me parvenaient par morceaux, principalement par Léa. Les soldes des cartes de crédit que Valentine jonglait ont fini par devenir ingérables. La promotion sur laquelle elle comptait n'a pas eu lieu. Ses performances au travail ont chuté sous le poids des impayés, des appels des créanciers et du stress constant. Quelques mois après Noël, son entreprise a procédé à des licenciements et elle a été l'une des premières à partir. Sans ce salaire régulier, la maison qui avait été le sujet de fierté de ma mère est devenue un fardeau. Elles ont essayé de maintenir l'hypothèque pendant un temps, mais les chiffres ne passaient simplement pas. Finalement, Valentine a mis la maison en vente. La maison de ses rêves, qui lui avait valu une ovation dans le jardin, a été vendue pour rembourser une partie de la dette qu'elle avait accumulée en essayant de paraître prospère. Ma mère, Hélène, m'a appelé à plusieurs reprises une fois que tout a commencé à s'effondrer. Au début, les messages vocaux étaient colériques. « Comment as-tu pu humilier ta sœur ainsi ?» Puis ils sont devenus suppliants. « Nous sommes toujours une famille. Ta sœur a besoin d'aide. Tu as de l'argent maintenant. Tu pourrais lui prêter un peu, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. » Et enfoui dans tout cela, il y avait enfin quelques mots que je pensais ne jamais entendre. « Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais blessé. » Je les ai écoutés. Chaque message, assise sur ma terrasse avec le lac devant moi. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Des excuses n'effacent pas les années passées à se rabaisser pour entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elles ne vous obligent pas à reprendre un rôle qui a failli vous briser. Alors je l'ai appelée une dernière fois. Je lui ai dit, « Maman, je suis contente que tu commences à voir ce qui s'est passé. Vraiment. Mais j'ai passé ma vie entière à être celle que tu ignorais, celle dont tu attendais qu'elle se sacrifie pour que quelqu'un d'autre brille. Je ne fais plus ça. Je ne vais pas régler des problèmes créés par des choix que je n'ai pas faits. Je t'aime, mais j'en ai fini. » Puis j'ai fixé des limites que je n'aurais jamais pensé avoir le courage de poser. Moins d'appels, plus de conversations financières, plus de culpabilisation à propos de Valentine. Quand ces limites ont été ignorées, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai bloqué des numéros. J'ai mis des discussions en sourdine. J'ai choisi ma propre paix plutôt que leur version de la loyauté. J'ai versé cette énergie dans mon travail, mes amitiés et quelque chose de nouveau. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour femmes, aidant celles qui se sentaient piégées par les attentes familiales ou la dépendance financière à trouver des moyens concrets de construire leur liberté, budget, CV, compétences de base en marketing. Assise en face d'elles, écoutant leurs histoires, je reconnaissais des morceaux de la mienne. La fille ignorée, la responsable, celle dont tout le monde suppose qu'elle ira bien, si bien que personne ne demande jamais si elle va vraiment bien. S'il y a une leçon à tirer de ce qui m'est arrivé, c'est celle-ci, être l'enfant invisible ne signifie pas que vous êtes impuissante. Parfois, cela signifie que vous êtes celle qui construit tranquillement une vie assez forte pour pouvoir s'en aller. Les parents peuvent avoir des favoris. Les frères et sœurs peuvent accaparer toute l'attention. Mais au bout du compte, la seule personne qui vit vraiment avec les conséquences de vos choix, c'est vous. Vous avez le droit de tracer des limites. Vous avez le droit de dire non, même à votre famille. Vous avez le droit de construire quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir et de le protéger de ceux qui ont douté de vous. Si vous avez grandi en ayant l'impression d'être un personnage de second plan dans votre propre maison, j'espère que mon histoire vous rappellera que vous n'êtes pas obligé d'y rester.
Vous pouvez choisir de vous donner la priorité, même si cela met les autres mal à l'aise. Et si vous avez déjà dû vous briser le cœur en vous éloignant d'une famille qui ne voyait pas votre valeur, sachez que vous n'êtes pas seul.